Salut tout le monde, cette vidéo sera consacrée à la correction d'un examen de l'électromagnétisme SMP 4E3. Problème 1. Un conducteur cylindrique d'axe OZ de conductivité gamma, cela veut dire que le cylindre est un milieu conducteur, de permittivité ε0 et de perméabilité μ0, de rayon A et de hauteur H, tel que H est très supérieur à A, est placé dans un champ appliqué BAT uniforme. Ne dépend que de la variable T. Dirigé dans la direction de l'axe du cylindre, c'est-à-dire le champ B est porté par l'axe OZ. Ce champ variable BA donne naissance à un champ électrique induit variable E1 en raison de phénomènes d'induction. Première question, montrer l'existence d'un courant induit G1 dans le conducteur en donnant son expression en fonction de E1. Vous allez trouver l'énoncé de cet examen dans la description de cette vidéo. Donc, on cherche à déterminer G1. Pour répondre à cette question, on doit d'abord appliquer l'équation de Maxwell-Faraday, rotationnelle de E égale moins la dérivée de B par rapport au temps, BAT, E1. Donc ici, le champ magnétique B est uniforme, cela veut dire que B ne dépend pas des variables x, y, z, mais il est variable de le temps. Donc, sa dérivée par rapport au temps est différente du vecteur nul. Donc, rotationnel de E1 est différent du vecteur nul. Donc, l'interprétation physique de cette équation, c'est que une variation temporelle, c'est-à-dire de le temps, va induire un champ électrique E1. Une variation temporelle, puisque le champ magnétique B dépend de T. Donc, sa dérivée par rapport au temps n'est pas nulle. Une variation temporelle du champ magnétique B va induire un champ électrique E1. Et d'après la loi d'Ohm locale, la densité volumique de courant G1 est proportionnelle au champ électrique E1. Voilà la solution de la première question. Je passe à la deuxième. Question B. En adoptant les coordonnées cylindriques ρ, θ, z, montrées par des considérations d'invariance et de symétrie que E1 et G1 sont orthoradiales. Elles ne dépendent que de variables ρ et de t. Donc, je dois faire un petit rappel concernant les plans de symétrie et les plans d'antisymétrie. Alors, on sait que le champ magnétique B appartient toujours au plan d'antisymétrie. D'accord? D'abord, je vais ici chercher les coordonnées cylindriques. D'abord, je dois projeter M sur le plan formé par OX, OY. Et H, c'est le projeté orthogonal de M sur ce plan. Alors ici, c'est ρ. La coordonnée cylindrique, ρ. Et l'angle formé par OX et OH, c'est l'angle θ. Et le projeté orthogonal de M sur l'axe OZ, c'est Z. Donc, le point M a pour coordonnée cylindrique ρ, OH, θ et Z. Ici, je retrouve ρ. D'accord? Les vecteurs de la base cylindrique sont donnés ainsi. Donc ici, c'est le vecteur unitaire U ρ. Et le vecteur perpendiculaire à ce vecteur, c'est Uθ et Uz. Et il faut savoir que le plan formé par ces deux vecteurs, U ρ et Uθ, est un plan horizontal. Je fais une translation de cette base vers le point M. Voilà
le vecteur URO, Uθ et UZ. Je répète, le plan formé par les deux vecteurs URO, Uθ est un plan qui est horizontal, parallèle au plan OX, Y. Alors, on cherche à déterminer la direction du champ E1, d'accord? Au point N. Donc, le plan Pi, formé par le point N, qui passe plutôt par le point N et qui est formé par URO et Uθ. URO, plutôt URO et UZ. Le plan assuré, le voilà. URO, UZ. Ce plan est un plan d'antisymétrie, puisque le champ magnétique B est porté par UZ. Alors le plan assuré, c'est-à-dire le plan qui passe par le point N et qui est formé par URO, UZ, est un plan d'antisymétrie. Est un plan d'antisymétrie. D'antisymétrie. Et on sait que le champ électrique E1 est perpendiculaire au plan d'antisymétrie. D'accord? Donc c'est quoi? Le vecteur perpendiculaire à ce plan assuré, c'est-à-dire le plan URO, UZ. Eh bien, c'est le vecteur Uθ. Donc le champ électrique est perpendiculaire à ce plan assuré. Donc on peut en déduire que E1 est porté par Uθ. Je répète, le plan assuré, qui est formé par UR, UZ, est un plan d'antisymétrie, c'est-à-dire le plan assuré. Et le champ électrique E1 est perpendiculaire à ce plan, donc il est porté par Uθ. Donc E1 est porté par Uθ. Et on doit montrer que E1 et G1 ne dépendent que des variables ρ et T. Donc ici, on va utiliser l'invariance du système. Alors, notre système, le cylindre, est invariant par rotation suivant l'angle θ. Le système est invariant par translation suivant son axe. Donc, E1 et G1 ne dépendent pas de θ. De même pour Z. Ici, le cylindre est infiniment long, puisque H est très supérieur à A. Donc, le système reste invariant par translation suivant l'axe Z. Le système reste invariant par translation suivant l'axe OZ. Donc E1 et G1 ne dépendent pas de Z. Il ne dépend que de ρ. Donc le champ électrique E1 ne dépend que de ρ et T. Les variables θ, Z sont éliminées. Et on a déjà montré que le champ électrique E1 est porté par Eθ. Donc E1 égale la composante E1 ρθ fois Uθ. Voilà l'expression simplifiée du champ électrique E1. Et je passe à la troisième question, la question 7. Question C, sachant que les lignes de courant sont des cercles concentriques centrés sur l'axe dont les plans Z sont constantes, en utilisant l'équation de Maxwell-Faraday, montrer que le courant induit est donné par
G1 égale moins gamma sur 2, moins gamma fois rho sur 2, la dérivée de BA par rapport au temps fois Uθ. Alors, pour répondre à cette question, on doit utiliser l'équation de Maxwell-Faraday. Rotationnelle de E égale moins la dérivée de B par rapport au temps. Alors, dans l'exercice, on nous a donné une remarque. Dans le calcul, il suffit de calculer la circulation du champ de E1 sur un contour orienté de rayon ρ. Un contour orienté. Alors, on va choisir un contour circulaire de rayon ρ. Le voilà. De rayon ρ. D'accord? C'est le contour gamma. On l'oriente ainsi pour induire un sens positif vers le haut. Si j'oriente mon contour dans le sens inverse, alors je vais induire un sens positif de la surface, mais qui serait vers le bas. D'accord? Alors, si je oriente dans ce sens, je vais induire un sens positif pour la surface dirigé vers le haut. Alors, ici, je vais intégrer sur la surface S, c'est-à-dire la surface délimitée par le contour gamma. Donc, j'intègre cette équation sur cette surface rotationnelle de E, scalaire ds, également la dérivée de BA par rapport au temps ds. Et d'après le théorème de Stokes, rotationnel de E, ds c'est E dl. C'est la circulation du champ électrique E1 scalaire dl à travers le contour gamma. Voilà le contour gamma. Égale moins la dérivée de BA scalaire ds. Donc, il suffit juste de remplacer E1 par son expression. E1, c'est E1 rho t Uθ. dl, c'est la différentielle de O', c'est le centre de ce cercle, O', M. O'M, c'est rho UR. Voilà. O'M, c'est rho UO. Rho est une constante, c'est un cercle. D'accord? Rho est une constante, c'est rho, la différentielle de UO. Dérivée de rho, c'est dθ fois Uθ. La différentielle de rho, c'est dθ Uθ. D'accord? Donc, je remplace E1 par son expression. E1, c'est E1 rho t fois Uθ. Scalaire dl. dl, c'est rho dθ Uθ. Égal. Ici, j'intègre sur la surface S. C'est-à-dire, cette intégrale porte sur les variables rho, θ, z, c'est-à-dire les variables spatiales. Mais ici, BA ne dépend pas des variables ρ, θ, z. D'accord? Donc, je peux faire surcir cette expression. C'est moins la dérivée de BA par rapport au temps intégrale de ds. Puisque cette intégrale porte sur les variables spatiales. D'accord? Alors, Uθ scalaire Uθ, c'est 1. Ici, E1 ne dépend que de ρ. Ici, le champ électrique E, la circulation du champ électrique E à travers gamma
E1 ne dépend que de ρ. Donc E1 à travers ce contour reste constant. D'accord? Puisque ρ ici est une constante. C'est un cercle. D'accord? Donc le champ électrique E1 à travers ce contour est constant. Donc je peux le faire sortir. Ainsi que ρ. ρ est une constante. D'accord? À travers ce contour. Donc c'est E1 ρ T fois ρ, l'intégrale fermée sur un contour fermé de θ égale, moi la dérivée, BA T est un champ magnétique porté par OZ. Donc BA, c'est la composante BAT fois UZ. BAT, c'est la composante, c'est BZ. D'accord? Il peut être positif comme il peut être négatif. Puisque B est parallèle à UZ. B est porté par UZ. Donc ceci représente bel et bien la composante BZ. D'accord? BA, c'est BA fois UZ. Donc c'est BAT fois UZ. Par rapport au temps. UZ est une constante, je peux la faire sortir de la dérivée. L'intégrale de ds, c'est S. S, c'est la norme fois un vecteur qui est perpendiculaire à cette surface, mais qui est dirigé vers le haut, puisque j'ai orienté mon contour dans ce sens. Donc je vais induire un sens positif de la surface vers le haut. Donc S fois UZ. Donc je remplace S par S fois UZ. D'accord? L'intégrale de θ, c'est du pi, puisque le point M parcourt tout le cercle. Je calcule la circulation du champ E1 à travers ce contour. Donc θ est évalué entre 0 et 2π. Et l'intégrale de dθ entre 0 et 2π, c'est du pi. Donc c'est E1, ρ, T, ρ, 2π. Également, UZ scalaire UZ c'est 1, c'est moins la dérivée de BA par rapport au temps fois S. S, c'est la surface limitée par le contour de gamma. C'est pi, ρ, au carré. Donc E1 égale E1, c'est moins. Je simplifie par ρ et pi. Donc c'est ρ sur 2, la dérivée de B1 par rapport au temps. Et le champ électrique E1, c'est-à-dire le vecteur champ électrique E1, c'est la composante E1 fois le vecteur Uθ, d'après la question B. E1 est orthoradial. Finalement, E1, ρ, T, je remplace E1 par son expression. C'est moins ρ sur 2, la dérivée de B1 par rapport à T, Uθ. Et d'après la loi d'Ohm locale, G1 égale gamma E1. Donc G1 égale gamma fois E1. C'est moins gamma ρ sur 2, la dérivée de B par rapport au temps Uθ. Et je retrouve cette expression de G1. Je passe à la dernière question. Pour une variation sinusoïdale du champ magnétique B. Égale BA cos oméga T. BA max. Montrez que le courant de Foucault est d'autant plus intense que BA varie rapidement avec le temps. Donc on doit montrer que le courant G1 est d'autant plus fort que
la variation est très rapide. Donc, je remplace B par son expression. C'est moins gamma rho sur 2. Et je dérive B par rapport au temps. La dérivée de BA cos oméga t, c'est moins plus oméga BAM sinus oméga t fois UT. Voilà. J'ai dérivé BA par rapport au temps. La dérivée de cos, c'est moins oméga sinus oméga t. Donc, la variation est très rapide, cela veut dire que oméga est très grande. D'accord? Une variation très rapide signifie que f est très grande. Et puisque f est très grande, alors oméga est très grande. D'accord? Donc, G1 est proportionnel à la fréquence f, puisque oméga égale 2pi f. Donc G1 c'est gamma rho, oméga c'est 2pi f sur 2 sinus oméga t uθ. Alors, on peut dire que le courant de Foucault est d'autant plus intense que B varie rapidement, c'est-à-dire oméga très très grande.